On va accueillir Dr Jean-Philippe Thiermati, s'il vous plaît. Donc, Jean-Philippe Thiermati, donc vous êtes médecin, psychonutritionniste et psychothérapeute, membre fondateur du CRO. Donc, vous êtes spécialiste du comportement alimentaire. Donc, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, donc Maigrir sans régime, Maigrir sans regrossir, Oser manger. Donc, vous avez toujours combattu ce qui peut être délétère pour les mangeurs que nous sommes, notamment les régimes restrictifs. Et aujourd'hui, vous poursuivez en dénonçant le régime qui peut aller jusqu'à détruire un individu, ce que vous nommez la faillite de soi. Micro. Voilà, vous m'entendez? Parce que je pleure beaucoup, mais en ce moment. Mais en fait, c'est parce que je suis très très content d'être là. I am very happy. En fait, j'ai modifié un petit peu le titre de ma présentation, parce qu'au départ, je l'avais effectivement appelé du régime à la faillite de soi, mais finalement, j'ai changé le titre et j'ai appelé ça du contrôle à la faillite de soi. Je trouvais que régime, c'était un petit peu trop restrictif. Donc, j'ai voulu un peu élargir. Voilà. Alors, donc, je vais utiliser ça, c'est ça. Bouton vert. Ça, il y a deux boutons verts. Voilà, donc du contrôle à la faillite de soi. Et donc, je vais commencer par vous parler de soi. Qui est soi? Voilà. Alors, bon, je vais être rapide sur les choses que tout le monde connaît pour pouvoir prendre un peu plus de temps sur d'autres sujets. Soi possède une masse régulée. Alors, régulée, ça veut dire trois choses. Ça veut dire que, il existe une valeur de consigne. Première chose, qui va contribuer à maintenir l'homéostasie générale de Walter Cannon ou la stabilité du milieu intérieur de Claude Bernard. Première chose. Deuxième chose, qu'il existe des systèmes de régulation qui permettent à l'organisme de se maintenir à sa valeur de consigne. Ce que Jean-Didier Vincent appelait la névrose du normal, c'est-à-dire que le corps est obsédé à l'idée de maintenir ces normes, quelles qu'elles soient, que ce soit les normes de poids, de température, de glycémie. Et la troisième chose, qui est particulière à la masse grasse, c'est que cette valeur de consigne a malheureusement la propriété de pouvoir augmenter pour des raisons que maintenant on connaît tout à fait. Donc vous savez qu'on peut prendre du poids aussi bien d'une manière hypertrophique que d'une manière hyperplasique, et que quand on prend du poids de manière hyperplasique, ça n'est plus réversible. Donc le poids augmente de manière tout à fait irréversible, et pour le coup, on s'aperçoit que soi, du coup, ne peut pas choisir son poids. Le poids de soi lui est imposé, que ça lui plaise ou pas. Voilà. Donc on a des systèmes qui vont contrôler notre comportement alimentaire, c'est-à-dire que le cerveau va recevoir des informations de la périphérie via un certain nombre de médiateurs, la leptine, l'insuline et beaucoup d'autres, qui vont parvenir à un centre de commande. Ce centre de commande qui se situe dans le noyau arqué de l'hypothalamus va émettre des sensations de faim, de satiété, qui vont moduler nos prises alimentaires et nous permettre de nous maintenir à notre poids d'équilibre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle homéostatique. Bon. Mais ce système, à lui seul, ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que ce contrôle homéostatique serait même absolument incapable de faire manger un type qui sortirait d'une grève de la faim. Pour que ça puisse faire manger quoi que ce soit, il faut que ce système soit couplé à un autre système, qui est le système de la motivation, de l'envie de manger, et du plaisir, qu'on appelle le système hédonique. Voilà. Et donc, il y a en permanence, comme ça, un dialogue entre ces deux systèmes, le contrôle homéostatique, le contrôle hédonique, ou ce qu'on peut appeler aussi le système des besoins et le système des envies de manger. Et à l'intérieur de ce système hédonique s'instaure un autre dialogue entre des centres de la motivation et des centres du plaisir. Donc les centres de la motivation sont essentiellement pilotés par des circuits dopaminergiques, et ceux du plaisir essentiellement pilotés par les circuits endomorphiniques. Et tout ça discute.
tout ça papote, ça dialogue. Donc le centre des besoins avec le centre des envies, à l'intérieur des envies, la motivation avec le plaisir, tout ça va papoter. Bon, et puis finalement, ça va donner des choses qui sont finalement assez simples. Le besoin va entraîner l'apparition d'un désir. Alors le désir, on peut l'appeler de plein de choses de manière différente. On peut appeler ça le désir, l'envie, la motivation, l'appétit. Et puis maintenant, ce qui fait beaucoup plus chic, c'est d'appeler ça le wanting. C'est mieux que l'envie. C'est mieux de parler de wanting que de parler d'envie. Si votre garçon vous dit j'ai pas envie d'aller chez grand-mère dimanche, il vous dit pourquoi t'as pas envie? Il dit j'ai pas envie. Si tu iras quand même, on s'en moque que tu as envie. Mais s'il vous dit je peux pas aller chez ma grand-mère parce que j'ai pas le wanting, là vous allez vous répondre bah oui, là c'est sûr, forcément ça va être plus compliqué. Donc le wanting, ça a plus de poids quand vous parlez comme ça. Mais en fait ça veut dire pareil. Bon, et donc le wanting va déclencher une prise alimentaire. Mais je arrive même pas, c'est un peu loin quand même pour moi. Hein. Je peux pas lire ce que j'ai écrit. Donc le plaisir qu'on appelle le liking, pour faire chic, va entraîner lui-même la disparition du désir. À court terme, la disparition du désir entraîne l'arrêt de la prise alimentaire. C'est ce qu'on appelle le rassasiement, quand on n'a plus envie de manger. Et à moyen terme, la prise alimentaire va entraîner la disparition du besoin et donc aussi la disparition du désir, donc du wanting. Voilà. Bon, donc soi, est aussi un être de désir. Voilà. Le problème de soi, enfin un des problèmes de soi, c'est que soi n'a pas qu'un seul besoin, il a plusieurs besoins. Et il n'a pas seulement des besoins énergétiques, il a aussi des besoins nutritionnels, des besoins émotionnels. Mais finalement, sur le principe, tout fonctionne à peu près de la même manière. Dans tous les cas, l'apparition d'un besoin va entraîner un désir de manger, c'est-à-dire une activation des systèmes dopaminergiques, et la satisfaction des besoins va entraîner la disparition du wanting, donc c'est-à-dire le rassasiement. Voilà. Bon. Voilà. Donc on a tous un soi en nous. Tout le monde a un soi. Le soi est universel. Les mouches ont un soi. Les prix Nobel ont un soi. Les bébés prix Nobel ont un soi. Tout le monde absolument a un soi. Et grâce à ce soi, ça suffit pour maintenir un poids équilibré, avoir une alimentation suffisamment diversifiée. Alors suffisamment diversifiée, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, comme dirait Donald Winnicott. Elle n'est pas parfaite, mais elle est suffisamment bonne. C'est notre mère à tous, l'alimentation. Et la régulation des émotions. Alors ce système peut évidemment se dérégler. Un système régulé est un système qui peut se déréguler. La glycémie est régulée, elle peut se déréguler. La thyroïde est régulée, elle peut se déréguler. Et ce système-là, il est régulé, il peut aussi se déréguler, pour des raisons qui sont assez connues. Mais finalement, ce qui va le plus souvent poser de problème, c'est que c'est compliqué de rester tout à fait entre soi à cause de lui, là. Et lui, c'est le contrôle exécutif, qui est une troisième entité qui se trouve dans une autre région du cerveau, dans le lobe préfrontal, qui fait intervenir d'autres médiateurs, nombreux médiateurs, dont un qui nous est intéressant, qui est le glutamate, et qui va entraîner une rupture du dialogue entre ce système de besoins et ce système des envies. Si par exemple le système des besoins dit à 4 heures de l'après-midi je manque de calories, il va déclencher une envie d'apporter ces fameuses calories. Et si lui répond non, on ne mange pas à 4 heures de l'après-midi, on ne mange pas entre les repas, on ne peut plus répondre à cette envie. Et donc ça va rompre ce dialogue. Et ça va entraîner un certain nombre de complications. Alors lui, on va parler un petit peu de lui, quelles sont ses caractéristiques. Lui, c'est ce qui permet de quitter le mode automatique pour justement passer en mode manuel, c'est-à-dire de passer d'actions automatiques à des actions qui sont beaucoup plus réfléchies et beaucoup moins habituelles. Ça va permettre d'assurer ce qu'on appelle des fonctions exécutives, qui sont les fonctions dont on se sert quand on veut justement exécuter une tâche volontaire. Et ça va nécessiter de recourir à ce qu'on appelle l'ensemble de ces fonctions exécutives, la planification des tâches, la mémoire de travail, l'inhibition de l'action ou l'attention partagée.
C'est très coûteux en énergie mentale, ça coûte cher. Par exemple, on comprend très bien si on fait la différence entre de la conduite autonome et la conduite manuelle. Aujourd'hui, dans une voiture, on est de plus en plus en conduite autonome, ça fatigue pas du tout, la voiture fait tout. Elle mesure la distance entre la voiture de devant, elle contrôle la vitesse, elle lit les panneaux, elle reste dans sa file, ça coûte pas grand-chose, et quand vous passez en contrôle manuel, ça vous fatigue beaucoup plus. Et l'utilisation évidemment de cette énergie va entraîner une fatigue cognitive. Métaboliquement, ça se traduit par une accumulation de glutamate dans la lobe préfrontale. Le glutamate, c'est ce qui permet d'entraîner une hyperconnectivité des neurones, c'est-à-dire que plus on réfléchit, plus on a besoin que les neurones soient connectés les uns avec les autres, et ça va entraîner, au bout d'un moment, trop de connexions, ça entraîne une grosse fatigue cognitive. Et donc, pour le coup, il faut régulièrement que le cerveau se repose et se recharge en énergie en éliminant le glutamate qui est accumulé dans la zone, le lobe préfrontal. D'où, par exemple, les recommandations quand on conduit de faire la pause toutes les 2 heures. Bon, voilà, du coup, en fait, lui ne peut pas assurer un contrôle permanent. Il n'a pas cette faculté de pouvoir assurer un contrôle permanent et continu. C'est une sorte d'intermittent du contrôle. Alors, dans le comportement alimentaire, quand lui veut prendre le contrôle du comportement alimentaire, sa fonction essentielle, son rôle essentiel, ça va être de s'opposer aux envies de manger. Donc là, les fonctions exécutives qui vont être mobilisées, ce sera essentiellement l'inhibition de l'action et puis l'attention partagée. Donc ça va faire passer le comportement alimentaire du mode automatique en mode manuel, avec l'idée que, idéalement, il va falloir à chaque fois être dans une attitude beaucoup plus réflexive pour choisir des aliments qui soient à la fois des aliments qui répondent à l'envie et au plaisir, mais en même temps qui soient jugés compatibles avec les schémas de contrôle qu'on essaye de suivre. Et le fait de mettre en place tous ces schémas de contrôle, ces stratégies de contrôle, va entraîner en soi un certain nombre de stress alimentaires. Donc là, si j'arrive à me relire, je sais pas, non, j'arrive pas à me le lire. La perte de le contrôle, de ne pas savoir où s'arrêter, la peur de manger du gras, de manger du sucre, de trop manger ou pas assez manger. Vous voyez, c'est compliqué parce que la même personne au même moment peut avoir peur de trop manger et de pas assez manger. Donc du coup, savoir quoi manger, combien manger devient extrêmement compliqué. Donc tout un certain nombre de peurs, de stress. Et donc, en fait, ce que va faire lui, le contrôle, c'est qu'il va réquisitionner l'ensemble des fonctions exécutives pour organiser et contrôler le comportement alimentaire. Et donc, lui, finalement, a assez peu de capacités en regard de soi, qui, lui, a des capacités de régulation énormes et permanentes. C'est-à-dire, finalement, c'est un bras de fer entre un petit bras et un gros bras. Alors, tout ça va entraîner des conséquences sur les envies de manger. En principe, quand un besoin est détecté, ça va donc déclencher une envie de manger. Et si on répond à cette envie de manger de manière adéquate, attentive, avec des aliments dont on pense du bien, ça produit du plaisir. Ce plaisir va à court terme faire disparaître l'envie de manger, et puis à long terme va combler le besoin. Donc du coup, si le besoin est comblé, l'envie de manger diminue aussi. En revanche, donc ça c'est ce qu'on appelle une prise alimentaire égosyntonique. Elle est compatible avec les valeurs du mangeur. En revanche, si on s'oppose aux envies de manger, alors soit par exemple en refusant de manger, soit en décidant de manger un autre aliment que celui dont on a envie, alors là, il n'y aura plus de plaisir. Donc s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus cette boucle de rétrocontrôle sur la motivation. La motivation ne peut pas disparaître. Et là, évidemment, l'envie de manger continue à augmenter et le besoin n'a pas été comblé. Donc le besoin va augmenter et il va aussi augmenter l'envie de manger. Donc on est dans une espèce de spirale un peu inflationniste. Bon.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe, non pas quand on s'empêche de manger, mais quand on mange des aliments dont on ne pense pas du bien. Selon, vous vous rappelez la formule de Lévi-Strauss. Pour qu'un aliment soit bon à consommer, il faut aussi qu'il soit bon à penser. Donc si je pense du mal de ce que je vais consommer, alors certes, il y a du plaisir. Il y a du plaisir, mais il n'y a pas que du plaisir. Il y a aussi du stress. Les plaisirs coupables, tout le monde connaît. Et à partir de là, ce n'est pas juste les circuits endomorphiniques qui vont être sollicités, c'est aussi un certain nombre d'hormones, de médiateurs du stress qui vont altérer le plaisir. Et donc, c'est plus du plaisir tout seul qu'on ressent. Et par conséquent, ça n'a pas la même action sur les envies de manger. Là, les envies de manger ne diminuent plus de la même manière, et même elles peuvent parfois augmenter. Et puis les besoins, là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, puisque là, quand les gens mettent du contrôle sur la consommation des aliments, on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Ils peuvent en manger moins qu'ils en ont besoin, autant qu'ils en ont besoin, plus qu'ils en ont besoin. Donc en fait, ce qui va se produire, c'est un découplage entre le système des besoins et le système des envies. Voilà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de constater que finalement, qu'on s'empêche de manger les aliments dont on a besoin, dont on a envie, ou qu'on les consomme en pensant du mal, et bien finalement, il se passe exactement la même chose. On a derrière ce risque de manger d'une manière inadéquate, avec un découplage entre les envies et les besoins, et qui peut même prendre des formes compulsives. Donc, aussi bien quand on s'en empêche, quand on s'empêche de les manger, que quand on les mange en pensant du mal. Alors, le contrôle sur soi du contrôle, les conséquences, pardonnez-moi, sur soi du contrôle exécutif sont de 3 ordres pour ce qui me concerne. Lutter contre les envies de manger va entraîner ce que Berridge appelle une hypersensibilisation mésolimbique, c'est-à-dire un système mésolimbique complètement hyper excitable, qui va entraîner une augmentation du wanting, cliniquement, qui se manifeste par une plus forte impulsivité alimentaire et une augmentation des envies de manger émotionnelles. Et un deuxième phénomène que je trouve dont on ne parle pas suffisamment, et pourtant qui est vraiment une source de souffrance, qui est la focalisation excessive de l'attention sur les efforts de contrôle, sur les effets de la nourriture et du poids. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, voilà, du coup, cette focalisation sur les efforts de contrôle ou sur les conséquences de la nourriture vont entraîner une diminution de l'attention sur les sensations alimentaires. Et cette diminution de l'attention va elle-même entraîner des effets sur le rassasiement. Alors, moins d'attention, ça veut dire moins de perception du plaisir. Moins de perception du plaisir, ça veut dire une diminution du rétrocontrôle du plaisir sur la motivation. Donc évidemment, une motivation qui va mettre plus de temps à diminuer, ça veut dire moins de rassasiement et des quantités plus importantes. Ces efforts et ces stratégies entraînent un état de stress qu'on mesure tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut mesurer le cortisol sanguin et cérébral et on s'aperçoit qu'il est augmenté. Je me rappelle d'une discussion avec Serge Luquet qui m'expliquait que quand on mesure le cortisol dans le cerveau des mangeurs contrôlés, il me disait, je trouvais que l'image était parlante, il me disait ça c'est allumé de partout, ça ressemble à un sapin de Noël. Donc il y a des guirlandes dans tout le cerveau. Et puis le fait de lutter pour ne pas manger, pour moins manger, ou pour manger certains aliments, mais en pensant qu'il ne faudrait pas les manger, va entraîner une désactivation de ces circuits du liking, donc l'absence d'un rétrocontrôle efficace, et l'absence de ce rétrocontrôle efficace va obliger à renforcer encore les efforts de contrôle. C'est-à-dire que plus on contrôle, plus on a envie de manger, plus on a envie de manger, plus il faut contrôler, et on est dans une spirale inflationniste du contrôle. Bon, évidemment, dans ces conditions, on se rend compte que c'est compliqué de garder le contrôle. C'est compliqué de garder le contrôle. Et donc, on a des histoires de gens qui, depuis des années, parfois depuis l'enfance, vont alterner des périodes de contrôle avec des périodes de relâchement du contrôle. Du coup, un poids qui va suivre le même mouvement, c'est-à-dire qui va lui aussi monter
et descendre. Et évidemment, quand la prise de poids, puisque vous savez que dans 40% des cas, il va y avoir des rebonds pondéraux après des pertes de poids. Si ce rebond pondéral s'effectue sur un mode hyperplasique, on a un déplacement du poids de la valeur de consigne du poids, du set point. Et donc, plus le poids augmente, plus les gens sont incités à remettre du contrôle. Bon, enfin, on rentre dans des trucs dont on n'arrive plus jamais à se sortir. Il faut aussi préciser qu'il peut y avoir des prises de poids sans perte de contrôle, simplement parce qu'on aura une désorganisation de tous ces systèmes. Par exemple, lui peut raconter beaucoup d'histoires auxquelles il ne faudrait pas croire. Lui peut raconter que, par exemple, il faut me faire 3 repas par jour, que manger sain ne peut pas faire grossir, manger équilibré, ça ne fait pas grossir, que jeûner le matin, c'est une bonne idée. Enfin, puis lui a une imagination absolument débordante. Il peut raconter absolument n'importe quoi. Et le stress du contrôle en lui-même peut faire manger. Par exemple, le stress du contrôle, le fait de s'obliger à faire 3 repas, de ne pas manger en dehors des repas, entraîne une peur d'avoir faim, une peur de manquer. Et la peur d'avoir faim, la peur de manquer, ça fait tout simplement manger plus. C'est un dérèglement du rassasiement. Et parfois, un tout petit dérèglement, sans aucune perte de contrôle, peut sur de longue durée, entraîner des prises de poids extrêmement importantes. Bon, je ne vais pas vous redonner les chiffres, vous les connaissez toutes, mais un dérèglement minuscule peut entraîner des prises de poids sur 1 an, sur 10 ans, absolument considérables. Bon, la focalisation... Alors là, je ne vois rien du tout. La focalisation obsessionnelle de l'attention est un phénomène, à mon avis, qui devient majeur et qui est complètement sous-estimé. Je vous rappelle l'expérience du Minnesota dans Cell Keys. Dans cette expérience, Ansel Keys avait amaigri des volontaires de 25% de leur poids. Et ce que disaient les volontaires, c'est que, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, je ne peux même pas le lire, il faut que je me rapproche. Je ne sais pas si dans ma vie, il y a eu beaucoup d'autres choses que j'ai eu autant hâte de surmonter que cette expérience. Ce n'était pas à cause de l'inconfort physique, mais parce que cela faisait de la nourriture la chose la plus importante de la vie. La nourriture devenait le seul et unique point central de la vie, et la vie ne présente franchement plus d'intérêt quand elle se résume à cela. Ça veut dire que ce qui était le plus douloureux dans l'expérience, ce n'était pas la souffrance d'avoir faim, c'était les obsessions alimentaires, de ne plus penser qu'à la nourriture. Voilà. Bon, je n'arrive toujours pas à lire. Bon. Alors, évidemment, ça va entraîner une diminution des performances cognitives, puisque le cerveau, le lobe frontal et le contrôle exécutif est complètement mobilisé par le contrôle du comportement alimentaire. Du coup, ça le rend absolument indisponible à d'autres tâches. Ce qui a fait dire à certains, dans certaines études, que les obèses, parce qu'on a mesuré que dans certaines études, les personnes obèses avaient des performances cognitives moins importantes. Du coup, on en a déduit qu'ils étaient un peu plus abrutis que les autres. Mais peut-être que c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème. C'est le fait, justement, de mettre autant de contrôle qui réduit les performances cognitives. Et ça ne concerne pas que les personnes en obésité. Ça concerne absolument toutes les personnes qui sont dans cette forme de contrôle. Ouais. Voilà. Donc, alors, ce contrôle à long terme, et quand il est sévère, peut entraîner une saturation du système exécutif et mettre les gens véritablement dans une situation de burn-out qu'on appelle l'ego depletion, c'est-à-dire un épuisement du moi. Et donc là, il capitule, il laisse tout tomber, ce qui va entraîner psychologiquement des choses extrêmement inconfortables, comme le sentiment de régression, d'incompétence, de déqualification, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne plus pouvoir faire face, avec un syndrome de l'imposteur. Je suis nul, mais heureusement personne ne le sait. Mais il ne faudrait surtout pas qu'il le découvre. Le sentiment de devenir une personne insignifiante qui consacre un espace mental disproportionné à des choses sans aucun intérêt.
et donc du coup d'être une personne sans aucun intérêt, sans valeur, et puis un sentiment de capitulation et surtout de personne complètement vaincue. Voilà. Et donc cette charge mentale, je trouve qu'elle est un excellent baromètre du contrôle. Et parfois, c'est le soi qui va l'emporter sur lui. Alors quand il le prend, quand il prend le dessus, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'impulsivité, beaucoup plus d'envie de manger émotionnel, qui va être favorisé par un niveau de stress permanent. Il faut bien comprendre que le contrôle est un stress. Ça va saturer les capacités d'inhibition de l'action. Donc, pour lutter contre une envie de manger, c'est ça qu'on met en place, hein, cette inhibition des envies de manger. Mais quand on est stressé, on peut beaucoup moins facilement le faire. Et ça se voit quand les gens nous disent « moi, je contrôle beaucoup moins bien quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand je suis malade, en fait, quand je suis un peu plus vulnérable ». Et et là, on entend, je mange mes émotions, je suis incapable de passer devant une tablette de chocolat sans la dévorer, des choses comme ça. C'est de l'impulsivité alimentaire. Parce qu'il n'y a plus cette capacité d'inhiber les envies de manger. Il y a une augmentation de la compulsivité alimentaire qui peut prendre donc des formes différentes, comme la compulsion simple, l'hyperphagie boulimique ou la boulimie tout court, qui est favorisée par un fort niveau d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que impulsivité plus stress sur l'aliment, ça fait compulsion. Et cette insécurité va détourner, là encore, l'attention sur les pensées stressantes. Du coup, l'attention n'est plus sur les sensations alimentaires. Quand il n'y a pas d'attention sur les sensations alimentaires, il ne peut pas y avoir de rassasiement. Voilà. Bon, et puis donc le fameux... Ah oui, ça c'est un point que je ne vais pas trop développer, mais je veux quand même le dire, c'est que c'est une erreur de penser que les émotions sont responsables de nos compulsions. Les émotions sont responsables de nos envies de manger, et c'est la manière dont nous répondons aux envies de manger qui va ou pas les transformer en compulsion. Et puis le fameux trouble du réconfort qui rend impossible la régulation alimentaire des émotions, puisque en fait, pour répondre à une envie de manger alimentaire, il n'y a pas d'autre moyen que de manger sans faim un aliment gras ou un aliment riche. Quand vous expliquez aux gens que pour réguler leurs émotions, il faut qu'ils mangent sans faim du gras ou du sucre, c'est pas une situation facile. Et ça, généralement, ils n'y parviennent pas sans un fort sentiment d'insécurité. Donc, du coup, ça se transforme en compulsion et ça empêche le réconfort. Et face à tous ces désordres comportementaux, le mangeur va s'attribuer à lui-même cette faillite de soi, cette faillite des systèmes. Il va y avoir des émotions négatives que vous connaissez tous, la culpabilité, l'anxiété, l'impuissance, la défaite. Un sentiment surtout d'incompétence, d'insuffisance, de défaillance de la volonté, des formes d'auto-maltraitance. J'ai pris des verbatims qui sont assez parlants. Je suis fatigué d'engloutir des montagnes de chocolat en me détestant, je me morigène, me flagelle tout en mangeant en cachette, y compris de moi. Je me calme en mangeant tout en me détestant encore plus, en me disant demain je me reprends en main, je ne suis qu'une grosse vache, je me dégoûte. Qui pourrait avoir envie d'une merde pareille? Ce sont des verbatims. Hein. Intérieurement, je me donne des claques. Et puis, à la fin, c'est tellement évidemment douloureux et invivable que les gens finissent par mettre en place des processus de dissociation. Ils se coupent de leurs pensées. En même temps, d'ailleurs, qu'ils se coupent de leurs pensées, ils se coupent de leurs sensations alimentaires. Lorsque je consomme des aliments malsains, je ressens le besoin de me mettre dans ma bulle, une bulle de réconfort, en regardant un film, une série. Je ressens un sentiment d'urgence et je mange vite de grosses bouchées pour en finir le plus vite possible. Évidemment, plus c'est désagréable et plus on a envie de s'en débarrasser rapidement. Voilà. Donc le piège du contrôle, c'est que lui va provoquer donc une hypersensibilisation mésolimbique et une désorganisation, une faillite de soi, c'est-à-dire de ce dialogue entre le système des besoins, le système des envies, et à l'intérieur du système des envies, le dialogue entre les circuits de la motivation et les circuits du plaisir.
Donc le mangeur, ça va entraîner des désordres comportementaux, une défaillance de ce système de régulation, va entraîner donc des désordres comportementaux qui peuvent avoir des formes extrêmement minimes jusqu'à atteindre des formes extrêmement sévères. En fait, c'est un véritable combat entre ces systèmes de régulation du soi et ce contrôle mental. Se battent les deux se battent pour prendre le contrôle du comportement alimentaire, ce qui va donner des formes complètement que les gens décrivent comme étant addictives, des addictions comportementales. Quand les gens me disent je suis un drogué de la nourriture, un drogué, un addict au sucre, un addict au gras, et les gens vont essayer de mettre du sens dans ces désordres, de chercher à comprendre l'origine de ces comportements. Et le plus simple, comme ils n'arrivent pas à comprendre des comportements qui n'ont de toute façon plus aucun sens, ils parlent d'auto-sabotage. Auto-sabotage, ça veut dire qu'il y aurait comme derrière une démarche volontaire, élaborée, alors qu'en réalité, ce ne sont que des conséquences de désordres neurologiques. Et comme disait Skrabanek, comme à tout problème complexe, il existe des explications simples, directes et fausses. Ben, la conclusion du mangeur, c'est qu'au bout du compte, c'est moi qui ne vaut rien. Voilà. Donc pour détruire un individu de manière efficace dans ses fondements, ben, il suffit simplement de lui réclamer de faire quelque chose d'absolument impossible à faire, et ben ensuite de le laisser s'attribuer la responsabilité de son échec. Eh bien, c'est exactement ce que fait aujourd'hui notre système de soins. Alors parfois, c'est maquillé par un discours tout à fait bienveillant, mais dans tous les cas, le contrôle aboutit à ce genre de résultats. Ça détruit les gens. Ça détruit les gens parce que ça détruit les systèmes physiologiques qui organisent le comportement alimentaire. Voilà, ben lui, soit moi, nous vous remercions de votre attention. Moi, je suis vraiment super content d'être là. Merci. Cette émotion. On a un petit peu moins de temps. On va privilégier peut-être les questions du public ou ceux qui sont derrière leur écran. Oui. Bah, bravo Jean-Philippe, tu vas de plus en plus loin. C'est formidable. Oui, il y avait juste un point sur lequel on n'a pas toujours été d'accord, mais peut-être que les choses ont évolué. Tu dis que la dopamine est sécrétée au niveau de l'initiation de la prise alimentaire, au niveau du wanting, du liking ou les deux. Et moi, j'avais des travaux qui montraient qu'elle était également sécrétée au niveau du reward, c'est-à-dire de la récompense. Et que le fait que ce soit le même neuromédiateur, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais qui joue un rôle en amont et en aval de cette prise alimentaire, était un élément de confusion. Alors je sais que c'est une question un peu technique, mais peut-être ça peut être intéressant. Je ne peux pas trancher ce débat, Bernard. J'ai fait une revue de la littérature et de plus en plus, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que la dopamine est essentiellement impliquée dans les circuits de la motivation, mais la dopamine, c'est un peu comme les hormones thyroïdiennes. Il y a des cibles partout. Et ça exclurait pas qu'il y aurait des cibles même dans le circuit du reward, mais sur d'autres régions. Donc en fait, c'est pas incompatible avec ce que tu dis, mais malgré tout, de plus en plus dans ce que maintenant je peux lire de récent sur la littérature de la dopamine, ben, on pense que c'est le médiateur le plus important de la motivation. Alors j'ai deux questions. Une première question d'Elisabeth. Quid des injonctions liées à la NASH qui fait des ravages soi-disant? Mais ça, c'est encore autre chose. Et je n'arrêterai jamais de le répéter. D'abord, la NASH, le traitement de la NASH, c'est la perte de poids. Voilà. Bon, maintenant, il faut pouvoir le perdre, ce poids. Donc soit on peut, en
traite la NASH par la perte de poids, soit on ne peut pas, il va falloir trouver autre chose. Et ce n'est pas parce qu'on a une NASH que ça va faire diminuer les cellules qui se sont multipliées de manière hyperplasique. Moi, j'entends ça sans arrêt. Quid de mon arthrose, quid de mon cœur. C'est pas parce que je me suis bouché les coronaires que ça va faire baisser, ça va réduire le nombre de mes cellules. Voilà. Il y a une physiologie de l'obésité qui est liée notamment à cette multiplication des cellules. Elle est irréversible. Une fois que c'est en place, ça entraîne un certain nombre de complications. On ne pourra pas faire baisser le poids, il faudra traiter les complications. Et il faut aussi faire une différence nette entre les problématiques alimentaires liées au poids et celles qui sont liées à la santé. Le poids, c'est des quantités de calories. La santé, c'est une qualité de nourriture. Et ça n'a rien à voir. Et il faut vraiment faire cette différence-là. Sinon, c'est beaucoup de confusion. Et les gens se mettent à manger, par exemple, moi ce que je vois de plus en plus, c'est des gens qui se mettent à manger maintenant plein d'amandes, plein d'avocats, plein d'huile d'olive, parce que c'est bon pour la santé et ça ne peut pas faire maigrir. Grossir. Alors une autre question, l'anesthésie alimentaire n'est pas liée aux émotions? Alors justement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux processus. Il y a ce processus d'anesthésie, d'hyperphagie dissociative, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire. Parce qu'il y a un deuxième processus, qui est un processus tout simplement de régulation alimentaire des émotions. La nourriture permet de réguler les émotions. Elle ne permet pas que d'atténuer des émotions négatives, d'ailleurs. Elle permet aussi d'augmenter des émotions positives. C'est un processus naturel de régulation émotionnelle qu'il faut préserver. Et si on le contrarie en mettant du contrôle, on transforme ces envies de manger émotionnelles en compulsion, voire même en hyperphagie. Mais ça n'a rien de dissociatif. On ne peut pas parler là d'un évitement émotionnel. Ou alors il faudrait dire que la faim, manger parce qu'on a faim, c'est aussi un évitement. C'est-à-dire que d'éviter tout ce qui est désagréable dans un corps, ce serait un évitement. On peut pas, le terme n'est pas approprié. En revanche, dans ce qui a été décrit tout à l'heure concernant l'hyperphagie dissociative, là, oui, il s'agit de se couper complètement d'émotions qui sont physiquement, psychologiquement, totalement insupportables, où il n'y a rien de mieux à faire que de s'anesthésier, comme disent certaines patients, d'éteindre son cerveau. Ce sont deux mécanismes qui sont totalement différents. Il y en a un qui se traite par de la psychothérapie, et uniquement, c'est-à-dire que le travail sur le comportement alimentaire n'a aucun impact sur les hyperphagies dissociatives. Et à l'inverse, faire une psychothérapie sur des problématiques de contrôle n'a absolument aucun impact. On doit traiter le contrôle. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ces deux formes d'hyperphagie. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'avais une question sur est-ce que le contrôle, parfois il n'est pas aussi bénéfique dans certains cas? Alors, c'est pas le contrôle, tu as raison, qui est en cause. C'est le contrôle du poids. Il y a des situations dans lesquelles il est tout à fait nécessaire de mettre du contrôle dans la vie. Une entreprise, est-ce qu'elle pourrait fonctionner sans contrôle? Certainement pas. Un budget sans contrôle? Certainement pas. Il y a des tas de choses qui ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas de contrôle. Et dans le comportement alimentaire, il y a toujours du contrôle. Toujours du contrôle dans le comportement alimentaire. Quelqu'un qui mange bio met du contrôle. Cachère met du contrôle. Quelqu'un qui est végétarien met du contrôle. Mais ce contrôle n'entraîne pas de perte de contrôle. Alors pourquoi? C'est quand même, moi je me suis posé la question quand même pendant longtemps. Pourquoi un végétarien ne fait pas des compulsions de côte de bœuf? Pourquoi un juif, un musulman, ne fait pas des compulsions de pâté et de rillettes? Parce que, tout simplement, il n'y a rien dans l'organisme qui contrôle la consommation de côte de bœuf. Il n'y a rien dans notre organisme qui contrôle la consommation de pâté et de rillettes. Alors qu'il y a un contrôle de la masse grasse. Enfin, il y a une régulation de la masse grasse. Et mettre un autre contrôle, c'est ajouter un conflit entre deux formes de contrôle, le contrôle exécutif et le contrôle homéostatique.
Et c'est ce conflit entre ces deux formes de contrôle qui va générer les troubles, et les troubles alimentaires, les compulsions et tout le reste, et les dérèglements. Mais étant donné que rien ne contrôle la consommation de côte de bœuf, on peut très bien en manger, ne pas en manger, le corps ne va pas réagir, ne va pas se rebeller contre ça. Et il n'y aura pas de compulsion. Est-ce que dans l'hyperphagie dissociative, le patient peut ne pas avoir du tout conscience de faire de l'hyperphagie et de manger normalement? Ça me paraît difficile. Hein. Je veux bien qu'il ait une certaine cécité à un certain nombre de choses, mais c'est difficile de ne pas se rendre compte quand ça arrive de ce qu'il est en train de faire. L'hyperphagie dissociative, c'est pas 2 barres de chocolat. Hein. C'est 2 tablettes de chocolat, un paquet de chips, 3 paquets de gâteaux, 8 yaourts, etc., etc., etc. Et ça prend des heures et après il est complètement assommé. Il disparaît du circuit pendant quelques heures. Donc ne pas s'en rendre compte, je ne sais pas Lily ce que tu en penses, mais ça ne me paraît pas possible. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est une perte de contrôle au moment où il va y avoir la crise, mais ensuite il va y avoir une prise de conscience de ce qui a été mangé, de la quantité, etc. Pas sur le coup, mais en après-coup, oui. Donc en fait, le patient a conscience très clairement qu'il fait des crises d'hyperphagie. On va s'arrêter là. Merci. Eh ben, merci à vous. J'étais très content d'être avec vous.